Bonjour à tous, bienvenue à La Parole au Coach. La Parole au Coach, c'est un podcast qui parle de philosophie, parcours, ambition pour les coachs de basketball et d'une manière générale aussi d'ambition. Voilà. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être à Suresnes, très belle ville, en compagnie de JC. Bienvenue JC. Bienvenue, merci. Merci en tout cas de nous recevoir. Merci à toi. Alors, dans La Parole au Coach, on commence toujours avec une question très simple. La question, c'est comment tu es rentré dans le basketball? D'abord d'un point de vue joueur, si tu le souhaites, et ensuite, comment tu es rentré dans le coaching? Ok, j'ai commencé le basket à l'âge de 13 ans. Ouais, c'est ça, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'étais dans ma petite ville en Champagne-Ardenne. J'ai commencé avec les potes du collège. Et voilà, j'ai joué là-bas, j'ai fait un peu les sélections Haute-Marne où on allait à Saint-Dizier. Et après, je suis parti 6 mois avec les Minimes France de Dijon. Et enfin, moins de 6 mois, 3 mois jusqu'à Noël en fait. Et à Noël, je suis venu à Rueil. Et après, je suis resté à Rueil en tant que joueur depuis. Et puis après, dans le coaching. Et en tant que joueur, j'ai fait Minime, KDF France. Voilà, et un petit peu à l'époque, l'équipe réserve de la N3. Et moi, je m'entraînais un petit peu avec la N3, mais j'ai vite arrêté pour basculer complètement dans le coaching. Voilà, et au niveau du coaching, j'ai commencé par quand j'étais cadet. Parce que réorientation, je savais pas trop quoi faire. Puis en allant au CIO, les trucs d'orientation, et puis en voyant un petit peu ce que je voulais faire, parce que je voulais bosser avec les enfants. D'accord. Et en pouvant allier ça à ma passion, du coup, on m'a proposé un BAPAT, brevet d'animateur, c'est le diplôme professionnel du BAFA. Okay. On m'a proposé de faire ça. Moi, ça me libérait du temps pour m'entraîner. Ça me permettait de passer mes premiers diplômes d'entraîneur et de commencer. Donc j'ai commencé ça à 16 ans. C'était 2 ans, donc j'ai eu le BAPAT à 18. Et j'ai enchaîné directement par le brevet d'État, premier degré spécifique basket. D'accord, ça c'est à quelle période à peu près, si tu peux situer un peu pour qu'on ait une idée? En termes de date, je crois 2007-2008, un truc comme ça. D'accord. Donc j'ai enchaîné tout de suite brevet d'état premier degré. Et donc j'ai eu mon BE1 à 19 ans. Voilà, et puis j'ai coaché les équipes de Rueil, et puis j'ai enchaîné jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Du coup, en parlant de ça, généralement, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, ce qu'on essaie de faire, c'est de parler un peu de l'expérience la plus marquante qui t'a aujourd'hui, on va dire, te guide en tant que coach. Quelle a été, si tu veux, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, par exemple, l'expérience la plus marquante que tu aies eue en tant que coach, où tu t'es peut-être dit, j'ai eu raison de choisir ce métier-là? Je dirais que c'est un peu au quotidien, c'est le retour. Il n'y a pas vraiment d'événements marquants, si ce n'est qu'il y a bien sûr il y a des victoires, il y a des choses sur le terrain qui te font, mais je retiendrai plus surtout d'un point de vue humain. Aujourd'hui, tu vois, j'ai des joueuses que j'ai eues qui sont mamans, qui m'ont remercié sur ce que à quoi je les avais amenées. J'ai croisé d'anciens joueurs, d'anciennes joueuses, et en fait c'est leur retour qui dit ah ouais, je me suis pas trompé, parce qu'effectivement j'en ai quelques-unes et quelques-uns qui sont aujourd'hui au niveau professionnel ou semi-professionnel. Et c'est la fierté, mais quand tu dis quand tu vois le nombre de joueurs ou de joueuses qu'on a en tant qu'entraîneur, au final c'est de voir que les autres aussi réussissent dans leur format, que ce soit autour du basket, en étant kiné, en étant médecin, journaliste, peu importe, ou que ce soit complètement ailleurs du basket. Aujourd'hui c'est ça la fierté, et qui me dit je me suis pas trompé, quoi. D'accord, très bien, je vois. Et du coup, avec cette expérience-là, tout ce que tu as pu vivre en termes de basket, même en tant que joueur et tout, généralement en tant que coach, on parle toujours de philosophie et tout ça. Et toi, en tant que coach, comment tu pourrais définir ta philosophie aujourd'hui, avec toute ta maturité que tu as pu acquérir avec le temps? Ma philosophie, c'est beaucoup, c'est de travailler dans le silence, entre guillemets. On n'a pas forcément tout de suite des opportunités. Pour atteindre des résultats, il faut travailler. Et je dirais dans une
dans une génération qui est beaucoup, même si là on le fait et que c'est un podcast, c'est entre guillemets être loin d'un petit peu de tous les téléphones, les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est tout ce charbon, tout ce que tu vas faire derrière, tout ce qui est invisible entre guillemets qui pour moi est important et c'est là qu'il faut insister. C'est ma philosophie de bosser quoi. Travail de l'ombre. D'accord. Donc du coup, tu es vraiment, on va dire, la partie invisible de l'iceberg et tout. Et comment tu arrives à traduire ça avec tes équipes, tes joueuses, ou même dans un, du coup, sur l'échelle d'un club comme le Mont Valérien par exemple? C'est comment c'est vraiment mes joueuses, c'est de leur inculquer ça, de dire voilà, ça c'est pas que aller faire vos tournois, faire des posts Instagram, aller sur TikTok, faire vos vidéos YouTube, aller voilà, c'est s'entraîner, ranger son frein, faire le tour des playgrounds, s'entraîner encore plus. Voilà, vraiment. En gros, pour moi, il faut passer plus de temps à être dans le dur et à pas être dans la lumière que d'être dans la lumière et de montrer. Et pour le club, c'est un peu la même chose. Le projet ici, on a démarré, quand je l'ai démarré, il n'y avait quasiment pas de filles. Aujourd'hui, on est je pense un club important en Ile-de-France au niveau féminin. Totalement. Donc voilà, faut charbonner et ça avance. Après, oui, il y a des lumières qui se tournent vers toi, mais j'ai envie de dire, c'est les lumières qui doivent venir et c'est pas toi qui dois aller les chercher ou se mettre en avant quoi. Ok, très bien. Du coup, on va aller un peu dans un sujet précis en parlant du club actuel, parce qu'aujourd'hui, si tu peux rappeler un peu ton poste actuel, ce que tu as fait cette année et tout, ce serait pas mal, comme ça on introduit le sujet ensuite. Si tu peux rappeler un peu le contexte. Tout l'historique un peu du club. Oui, voilà, mais juste le contexte actuel, après on développera ensuite sur l'historique. Le contexte actuel, aujourd'hui, on est plus de 300 licenciés. Voilà, sur les deux clubs de Roye et de Suresnes, puisqu'on est en coopération territoriale ensemble au niveau de la coopération territoriale du Mont Valérien basket féminin. Voilà, on a des équipes en région jeunes de U13 à U18. On a obtenu un dossier championnat de France maintenant il y a 4 ans. Et puis l'année prochaine, on a obtenu une wildcard pour aller en National 3 féminine. Donc voilà, et en plus, dans la continuité un petit peu du projet, cette année, on a créé le premier centre d'entraînement de basket en Ile-de-France pour les filles, ce qui leur permet d'être hébergées à proximité du gymnase, d'aller dans un lycée pareil à côté et puis de s'entraîner tous les jours de manière optimale pour optimiser leur performance, quoi. Ok, d'accord. Là, du coup, on est vraiment dans, on va dire, dans la finalité, entre guillemets, du projet que tu as commencé depuis des années. Est-ce que tu pourrais, d'une manière assez synthétique, nous dire un peu c'était quoi la genèse du projet, c'était quoi le but, on va dire l'objectif final au moment où vous avez lancé le projet. Et par exemple, on va commencer par ça. Ensuite, on va parler des difficultés rencontrées, qu'est-ce que ça implique vraiment dans la vie de tous les jours et tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse du projet, comment ça a débuté, au-delà du fait que toi, tu avais l'ambition en tant que coach, mais comment ça a débuté en fait? J'ai commencé sur les garçons, comme beaucoup. Et j'ai commencé sur les petites catégories et ça a avéré que sur les toutes petites, il y avait à l'époque 2 filles chez les mini poussins. À l'époque et du coup en montant de catégorie elle pouvait plus avoir d'équipe jouer avec les garçons. D'accord. Donc je leur ai dit ramenez-moi vos copines et puis on a commencé à monter les premières équipes U11 comme ça. Voilà, le temps est passé et puis après U13 et puis on est arrivé au premier obstacle qui est que les meilleures joueuses voulaient jouer à un niveau supérieur parce qu'on était en département à l'époque. Et donc elle partait sur les clubs voisins à Versailles, Val-de-Seine à l'époque qui était un gros club féminin, Paris 18, puis après il y en a qu'à aller même encore plus loin. Donc l'objectif c'était à l'intérieur de notre club, parce qu'à l'époque c'était que Roye, garder les filles et leur proposer un niveau de compétition suffisant et avec des conditions optimales pour s'entraîner, donc avec de la régularité et tout ça. Et on va dire que c'est la ligne directrice que je garde jusqu'aujourd'hui,
que ce soit des toutes petites aux plus grandes, voire même aux seniors, c'est de mettre les conditions pour que elles puissent jouer dans les meilleures conditions possibles, pas seulement d'un point de vue basket, mais dans toute leur vie qui est articulée autour, c'est-à-dire les études, le travail, la vie personnelle, la vie de famille. Pour moi, ça doit être on ne peut pas être performant si ça c'est déséquilibré. Donc voilà, la philosophie du club au plus large, c'est ça, quoi. D'accord, donc vraiment une notion d'équilibre où on veut que les gamines, enfin en tout cas les filles, se retrouvent dans un endroit où elles peuvent s'épanouir d'un point de vue sportif évidemment et aussi de la vie de tous les jours. D'accord, très bien. Et du coup, en partant de Reuil, tu as dit que ça partait de là. Comment est arrivée l'idée de faire une CTC avec Suresnes pour créer le Montbalo aujourd'hui? Alors au départ on a fonctionné parce que du coup Suresnes avait une équipe première ici en pré-national depuis longtemps, avait même été monté un petit peu en national 3, mais c'est vrai que leur secteur jeune ne fonctionnait pas forcément. Donc on a commencé par des prêts à l'époque, donc on avait des prêts de joueuses de Suresnes et puis certaines de Nanterre. On a fonctionné comme ça pendant 2-3 ans je crois. Et puis le dispositif des ententes est arrivé sur la fédération. On a commencé à sonder un petit peu les clubs aux alentours. Voilà, alors au départ, c'était pas forcément directement Suresnes ni Nanterre. On a proposé à d'autres clubs qui n'ont pas forcément accepté. On s'est tourné vers Suresnes qui n'a pas accepté non plus au départ. On s'est tourné vers Nanterre qui a accepté. Donc on a commencé à faire une entente avec Nanterre pendant 2 ans. Voilà, et puis au bout de 2 ans, vu que ça a fonctionné, on a rapproché encore de nouveau Suresnes. Et là, le dispositif des CTC a vu le jour. Donc on leur a demandé, on a commencé donc du coup la CTC avec Suresnes, Reuil et Nanterre. Voilà, pendant 6 ans. Et puis on s'est séparé de Nanterre maintenant il y a 3 ans. Parce qu'on avait envie de fonctionner différemment, et vu que nous on se poussait vers la compétition, voilà, ils voulaient se concentrer sur les garçons. En plus il y avait eu le Covid, donc voilà, c'était des choix. Ça s'est fait en toute bonne intelligence, puisque de toute façon on est encore à côté, on est encore très bons amis tous avec Nanterre, et on travaille encore avec eux, puisqu'il y a encore des joueuses qui sont prêtées ou qui viennent chez nous, donc voilà, c'était juste d'un point de vue global que les clubs ont décidé de se séparer, quoi. Ok, très bien. Donc si je résume bien, on a commencé d'abord avec Nanterre, puis avec Suresnes et Nanterre. C'est ça. Et actuellement, plus que Suresnes et Reuil qui font le Montbalo. Qui font le Mont-Valérien, voilà, basket féminin, et on continue le développement au plus large, quoi. Ok, très bien. Du coup, on va avancer sur le dossier, parce que tout à l'heure, tu parlais de bosser de son côté, le résultat devenir du travail, et ainsi de suite. On sait très bien qu'on est dans un monde où, malgré parfois le boulot qui peut être très bien fait, parfois la reconnaissance n'arrive que parce qu'on a des connexions ou parce qu'on fait des choses et ainsi de suite. Comment ça a été, comment tu as vécu, on va dire, les difficultés de ne pas avoir le C-France, par exemple, on va dire, quand tu pensais pouvoir le mériter? C'est difficile parce que je suis quelqu'un quand même d'assez ambitieux. Et puis, forcément, quand tu travailles, tu attends qu'il y ait des résultats et qu'on reconnaisse ton travail. Après, on va dire que voilà, à l'époque, j'étais un gamin de 19 ans qui venait d'avoir son brevet d'État. Même si j'avais le diplôme, j'avais encore beaucoup de choses à prouver. Donc voilà, fallait continuer à travailler. Certes, ça a été des déceptions de ne pas avoir les dossiers France plus tôt. Mais voilà, je remets toujours... oui, certes, tu peux être déçu, on peut râler et dire ouais, on n'a pas ci, pas ça, mais après, c'est pourquoi on ne l'a pas et qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour à un moment donné l'obtenir. Aujourd'hui, on n'a toujours pas le dossier U15 France. On a trouvé une autre manière pour l'instant de fonctionner, même si ça reste un gros objectif d'avoir les U15 France. Mais je pense qu'on s'en sort quand même. Et donc voilà, c'est continuer à travailler, voir les lacunes. Voilà, les dossiers France, on sait qu'en Ile-de-France, il y a 5 dossiers aujourd'hui. Pour moi, il pourrait carrément y avoir un dossier par département, que ça ne me choquerait pas. Totalement. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui vont être lésés, des départements qui vont être lésés. Voilà, pour l'instant, il y a des clubs qui l'ont. Après, peut-être que nous, on en récupérera, d'autres le perdront. Mais
en gros, pour moi, le projet doit pas s'arrêter parce que tu as un obstacle, tout comme à un moment donné, quand tu as tes meilleures joueuses qui partent, ton niveau, entre guillemets, ne doit pas s'écrouler. Tu peux chuter un petit peu, mais ça ne peut pas s'écrouler parce que ton ossature de club doit te permettre de rester à un certain niveau. Voilà, et on entend beaucoup quand il y a des changements les joueurs changent de club. Beaucoup, ah ouais, mais on a un projet, ça se déséquilibre. Non, pour moi, le projet ne se déséquilibre pas parce que tes joueuses partent. Justement, c'est une fierté. Parce qu'elles vont, forcément, si elles partent, elles vont pour un niveau supérieur. C'est après, nous, en interne, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, justement, à un moment donné, on atteigne ce niveau-là pour les générations d'après. Alors oui, il y a certaines générations qui ne vont pas profiter de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les générations qui ont commencé avec nous le projet, aujourd'hui, elles sont fières de ce qui s'est passé. Et quand elles reviennent, c'est une fierté. Elles disent c'est un truc de fou et tout, sachant par où on est commencé. Donc voilà, c'est la patience et j'ai dit il faut travailler dans l'ombre. D'accord. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que effectivement, tu peux perdre ton ou ta meilleure joueuse ou même les 3 meilleurs joueurs et tout ça. Si jamais ton niveau moyen il est correct, logiquement, tu ne devrais pas chuter. Mais malheureusement, il y a beaucoup de clubs qui empêchent parfois les joueurs d'explorer d'autres horizons par rapport à cette réflexion-là. Et moi, ce que j'allais te poser comme question, tout à l'heure, tu as dit que quand tu as eu la frustration de ne pas avoir le dossier U18, par exemple, tu t'es dit, on va prendre du recul, on va voir ce qui nous manque, ce qu'on doit faire ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, pour le dossier U15 France, par exemple, est-ce que c'est juste quelque chose qui manque de votre côté, je vais dire d'un point de vue le travail, comme tu disais tout à l'heure, vous avez fait un centre d'entraînement, par exemple, c'est-à-dire que vous avez tous les tenants aboutissants, entre guillemets, pour avoir le dossier. Aujourd'hui, est-ce qu'il vous manque quelque chose ou c'est plutôt un manque d'opportunité ou un manque de chance par rapport au nombre de dossiers distribués? Pour moi, c'est un tout. Aujourd'hui, je pense que dans la structure, nous, aujourd'hui, on est en tout cas au max de ce qu'on peut faire, parce qu'on a une section sportive au collège. Donc les filles sont dans le même collège, s'entraînent tous les jours, ont des horaires aménagés par rapport à ça. Il y a même un internat pour certaines filles qui sont plus éloignées. Donc voilà, déjà dès la 6e, on va dire qu'on donne des conditions optimales pour suivre les études et s'entraîner. Donc quand on prend ça d'un point de vue de la structure, je pense que déjà on est au max. Donc quand on prend ça, on peut dire forcément on doit nous donner un dossier. Maintenant, il n'y a pas que ça. Après, quand tu regardes les résultats sportifs, tu te dis on est en tête du championnat régional quasiment tous les ans. Il y a des joueuses qui sortent, donc c'est aussi une frustration. De se dire on l'a toujours pas. Parce que d'un point de vue administratif et sportif, c'est ça. Pour le coup, vous faites le boulot. On fait le boulot. Maintenant, les dossiers championnat de France, c'est pour ramener entre guillemets vers le haut niveau. L'excellence. Voilà, l'excellence et le haut niveau. Et aujourd'hui, et là je parle d'une problématique qui va au-delà de nous, le club. En termes de département, notre département, je pense qu'il est encore sous-exploité au niveau féminin. Et c'est vrai qu'on ne sort pas forcément assez de potentiel. Parce que pour avoir un dossier France et prétendre à ça, avant c'était dans les critères d'attribution d'avoir des polices, mais même si les filles ne sont pas possibles, c'est en termes de potentiel. Aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable d'amener un certain nombre de filles sur du très haut niveau? Voilà, quand tu prends le 77 aujourd'hui, quand tu prends leur génération les plus fortes, ils arrivaient à sortir 5 filles qui aujourd'hui sont sur du haut niveau. Nous, on même en l'équipe de France pour. Voilà, c'est ça. Donc nous, on en est peut-être à une tous les 2 ans. Donc voilà. Donc même si on les prend en charge, même si le niveau médian des joueuses qui seront sur des niveaux de la Nationale 3 et peut-être en allant jusqu'à la Ligue 2 ou peut-être au-dessus s'il y en a qui explosent sur le tard. Mais en étant sur un niveau médian, voilà, aujourd'hui, je pense que le département est autour parce que pour que le Mont-Valérien progresse, ça a été aussi un travail avec les clubs du département et je les remercie de nous avoir fait confiance pour la suite de leur de formation de leurs joueuses. C'est un travail en commun et je pense que sur ça il faut qu'on progresse et pour moi c'est un gros axe de travail qui aujourd'hui me fait dire que on n'est pas encore au point pour avoir un dossier France. D'accord, ok, d'accord. Ça reste frustrant, je ne cache pas, parce que même malgré tout on a les conditions et on a des résultats sportifs, donc on peut légitimement prononcer. Maintenant quand tu sais qu'il y a 5 dossiers et que les 5 clubs qui y sont,
font aussi le travail. Différemment, mais ils font aussi le travail. Et ben, il n'y a pas forcément. Moi, après, ce que je réclame plus à la Ligue, c'est d'augmenter le nombre de dossiers sur la région parisienne. Surtout la région parisienne qui a un grand vivier pour le basket, mais en général. Un vivier énorme, voilà. Sous-exploité. Exactement. Nombre de structures. Ouais, c'est incroyable. Pour moi, le premier sport collectif féminin soit inexploité à ce point-là sur l'Île-de-France, alors qu'on a des championnes tous les ans, quoi. Justement, on en discutait, je crois qu'à un moment, quand on s'était croisés, on parlait de c'est pas normal qu'il n'y ait pas une équipe féminine en Ligue, par exemple, en Île-de-France, alors que la plupart des équipes, des filles qui alimentent la Ligue, sont des filles qui viennent de l'Île-de-France. C'est ça. Et j'avoue qu'effectivement, la Ligue pourrait commencer à regarder dans ce sens-là pour, en tout cas, motiver les clubs qui veulent faire quelque chose, quoi. Après, je pense... Pour moi, ça va au-delà de même les clubs ou de la ligue de pousser, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui ont certaines volontés. Maintenant, pour aller à haut niveau, c'est des moyens. Quand tu regardes les autres sports, aujourd'hui, c'est des investissements. Aujourd'hui, chez les filles qui fonctionnent, le PSG, parce que le Qatar injecte. Quand tu regardes le volley à Saint-Cloud, là, le Stade Français volley, du coup c'est beaucoup. Enfin, il y a le département qui s'investit, il y a des partenaires privés. Voilà, Paris handball chez les filles aussi, pareil. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a des investisseurs quand même qui sont dessus. Donc voilà, aujourd'hui il y en a pas forcément qui sont mis sur le basket, et encore moins le basket féminin. Donc pour moi aujourd'hui c'est le principal obstacle, puisque c'est surtout économique. Ça, on va dévier un peu le sujet. Ouais. C'était une question, parce que moi je me pose toujours la question, parce qu'en fait au basket, surtout en région Île-de-France, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à trouver des sponsors. Alors que j'ai l'impression que le foot, quand ils ont besoin, ils trouvent un sponsor, même à des niveaux moyens, on va dire. Mais c'est quoi cette problématique? C'est plus les baskets qui démarchent mal, ou c'est les sponsors qui sont un peu friables sur le fait d'investir sur le basket? Alors c'est pareil, hein, pour moi c'est un tout. Les clubs, c'est dans la manière de... Si ça n'arrive pas aujourd'hui, c'est qu'on fait mal les choses. Donc il faut savoir pourquoi on fait mal, comment on peut faire. Donc voilà, c'est réfléchir à plusieurs options. Comment approcher les boîtes, les partenaires. Qu'est-ce qui peut être vendeur pour eux. Voilà, aujourd'hui, le football, pourquoi le football parce qu'aujourd'hui, en termes de finances et en termes d'économie, le football, ça tourne. On sait que, il y a une image qui est beaucoup plus exposée par les médias. Il y a beaucoup plus de licenciés, donc tu touches forcément beaucoup plus de monde. Donc pour un partenaire, c'est forcément plus simple, je pense, d'aller sur le football. Maintenant, si on sort du football par rapport aux autres sports, je pense qu'on est même en recul, alors qu'on est quand même un des sports les plus pratiqués en France derrière le foot, en tout cas sport collectif. Il y a une grosse évolution sur les 10 dernières années quand même sur le basket. Parce qu'effectivement, quand tu avais commencé, qu'on avait tous commencé sur le basket féminin, il n'y avait pas tant de joueuses que ça, finalement. Tu avais 10 joueuses dans l'équipe, tu étais bien content. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, limite, tu dois faire des détections et on est éliminé, quoi. C'est ça, c'est plus le même monde, ça a bien évolué depuis le temps, mais bon. Après, on verra bien avec le temps. Ouais. Donc c'est vraiment pour les entreprises. Après, qu'est-ce qu'aujourd'hui un club peut apporter à l'entreprise, au-delà du fait de juste mettre le logo, voilà. Alors, c'est moi en tout cas qui le développe. Ça développe d'autres compétences, parce qu'aujourd'hui, je fais pas que seulement le coaching, et forcément, je suis entre guillemets un peu commercial. Je développe mes compétences pour savoir comment attirer des sponsors, comment développer, qu'est-ce qu'ils attendent. Ça prend du temps. C'est vrai, l'image de marque, c'est très compliqué. Et c'est un métier, on s'en rend pas compte. C'est des choses qu'on est obligé d'apprendre un peu sur le tas et tout. Mais ça permet aussi de donner des garanties aux futurs sponsors. Et juste, j'allais revenir sur une chose, c'est les centres d'entraînement. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais définir ce qu'est un centre d'entraînement pour les gens un peu moins aguerris, et ensuite dire c'est quoi les tenants et les aboutissants, parce que d'un point de vue administratif, ça reste quand même des démarches assez lourdes. Si tu pourrais un peu expliquer ça. Alors le centre d'entraînement, c'était dans la même continuité que j'ai dit de la philosophie du club, de mettre des conditions pour les filles. On avait donc du coup la section sportive au collège avec l'internat, et derrière on n'avait pas forcément de continuité sur le lycée.
ça fait que même si à l'époque on était encore en région, mais en gros nos meilleures joueuses forcément voulaient tenter le championnat de France. Donc à l'époque il n'y avait que 2 dossiers en championnat de France qui étaient Orly et Marne-la-Vallée, qui sont quand même à l'autre bout de l'Île-de-France. Donc les joueuses cherchaient des centres de formation qui hébergeaient. Voilà, donc elles partaient en province, mais sur des, sans vouloir vexer, des centres de formation entre guillemets de seconde zone, où comment les filles partent pour vivre l'aventure, être hébergées, s'entraîner tous les jours. Voilà, mais on sait très bien aujourd'hui que les filles qui sortent de ces centres ne vont pas forcément aller sur du niveau professionnel. Parce que quand tu regardes derrière les joueuses qui signent des contrats professionnels derrière, elles sortent beaucoup des gros centres de Mondeville, de Bourges, Montpellier, Lyon. Voilà, et après les autres centres un peu à côté, il y en a très très peu qui signent des contrats après leurs années de centre de formation. Donc nous, ça a été de se dire qu'il faut qu'on soit capable de proposer les mêmes conditions pour les filles, c'est-à-dire un hébergement, une proximité avec un lycée et puis une proximité avec le gymnase. Voilà. L'avantage qu'ils ont en province, c'est qu'ils ont beaucoup d'internats ou de CREPS. Nous, les CREPS, c'est pour les pôles espoirs ici en Ile-de-France. Et puis des internats, il n'y en a quasiment pas. Et encore moins pour les filles. Il y en a pour les garçons, mais encore moins pour les filles. Donc pour trouver une solution d'hébergement, c'était compliqué. Donc voilà, donc on a réfléchi, on a cherché des structures. Donc forcément, on se rapproche de structures privées pour pouvoir héberger les filles. Ça a un coût quand même assez élevé. C'est des investissements. Donc voilà, mais c'est un investissement qui aujourd'hui, c'est pas seulement dire ouais, on met de l'argent pour que les filles elles soient là. C'est tout un équilibre. Pour moi, les filles, tu peux pas être en Ile-de-France, jouer en championnat de France et t'entraîner 2-3 fois par semaine, faire 1h15 pour venir t'entraîner, faire 1h15 pour rentrer, assurer ta scolarité, gérer ta fatigue, ne pas être blessé. C'est pas possible. Donc les 3 premières saisons, on a fait ça. On avait peu de joueuses qui étaient loin, mais qui avaient quand même des déplacements. Et au bout d'un moment, c'était à dire voilà, si au club, si on fait le choix de rester en championnat de France, il faut qu'on développe la condition. Sinon, ça sert à rien. On repart sur le niveau régional. On va perdre de toute manière les mêmes joueuses. Ce sera moins cher. Mais voilà, on sera en adéquation avec notre projet. Donc voilà, bien sûr, on n'est pas allé dans cette option-là, on est allé vers le choix d'héberger des filles. Mais voilà, j'ai dit, après, c'est toute une logistique financière, c'est une logistique scolaire, parce qu'il a fallu se rapprocher du lycée, voir ce qu'on pouvait faire avec le lycée, essayer de s'arranger à ce que les filles finissent pas trop tard, pour justement qu'on puisse ajuster les entraînements et puis qu'elles assurent aussi leurs cours, des entraînements tous les jours, puisque maintenant du coup on s'entraîne tous les jours. Donc s'ajuster avec ça, s'ajuster avec l'hébergement, la sécurité à l'hébergement, la nourriture, parce que il faut les repas, et nous si on leur fait gagner du temps, c'est pas pour qu'elles arrivent à la maison et que les filles soient obligées de se faire à manger, perdre du temps, voilà. Mais alors même si elles le font aussi, parce qu'elles ont la possibilité aussi de cuisiner, et il y en a qui aiment bien, mais on veut aussi leur apporter une solution. Voilà, le soir où elles rentrent, elles sont fatiguées et tout, elles ont leur plat, elles ont juste à réchauffer et puis voilà. La logistique avec les clubs, parce que les salles sont pas extensibles. On a aussi, malgré qu'on veuille s'entraîner tous les jours, il y a des licenciés dans les clubs. Donc on peut pas dire ouais, nous on est en championnat de France, toi tu es en département et tout ça, donc dégage, on va s'entraîner plus tôt. Non, donc faut ajuster aussi par rapport à ça. Il y a la santé, parce que les suivis avec les médecins, il y a toute la part avec la famille, garder le lien, parce que le but de les faire rester en Ile-de-France, c'est aussi qu'il y ait encore ce lien avec la famille, qui est quand même beaucoup plus proche que si t'es à Toulouse, t'es à Reims, t'es à Bourges, t'es à l'extérieur de Paris. Donc il y a aussi ce lien à chercher. Il y a les transports pour aller en cours, pour aller sur certains gymnases, parce qu'on ne s'entraîne pas tout le temps au même endroit.
Donc voilà, après il y a les démarches à faire là en préfecture pour faire agréer le centre. On ne l'a pas fait la première année, mais là c'est des choses sur lesquelles on va se pencher. D'accord. Donc voilà, il y a un cahier des charges à respecter. C'est des choses qui sont assez lourdes, qu'on ne voit pas, parce que voilà, c'est beau. En plus, on a une belle structure d'hébergement. Mais derrière, il y a... Ça, c'est l'envers du décor où on voit pas forcément, voilà. on voit le résultat. C'est ça. On peut critiquer le résultat pour certains parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien critiquer. Mais en tout cas, quand on se rend compte de tout ce que ça implique en termes de boulot, c'est vrai que déjà, rien que la liste exhaustive que tu as faite, entre guillemets, sur tout ce que ça implique, ça montre à quel point c'est très complexe et que les gens doivent se rendre compte que c'est pas juste de venir coacher, quoi. C'est au-delà de ça. Donc, Après, comme je t'ai dit, que les gens ils se rendent compte qu'il y a des critiques ou qu'il n'y en ait pas, entre guillemets, je m'en fous. Parce que de toute manière, depuis que j'ai commencé, il y a ça. Ouais, JC fait ci, il y a ci, il y a ça. Machin. Moi, le souci principal quand je me suis mis dans ce projet-là, c'est pour faire de la compétition, il faut mettre les filles dans de bonnes conditions. À partir du moment où les filles de mon club, j'ai réussi à les mettre dans de bonnes conditions, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le centre d'entraînement, ça est le seul en Ile-de-France. J'ai commencé il y a 20 ans à entraîner, 15 ans sur le projet féminin. Critiqué, mais aujourd'hui, depuis, il y a des résultats. Ouais, il y a des résultats, et puis surtout, ça n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, on héberge 10 filles qui peuvent s'entraîner tous les jours dans des conditions. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, mais pour les retours que j'ai des filles et même des parents, voilà, c'est ma satisfaction. Et je parle même pas de résultats sportifs, de tout ça. Là, on en avait 3 qui passaient le bac cette année, elles l'ont eu. Alors elles n'étaient pas chez leurs parents, elles étaient hébergées, on s'entraînait tous les jours. Donc voilà, c'est ça la satisfaction, quoi. Donc on est vraiment dans ces trucs où en fait la meilleure récompense entre guillemets pour vous en tant que structure ou même toi en tant que responsable ou coach, c'est vraiment la réussite et l'épanouissement des joueuses. C'est l'humain. Voilà. C'est l'humain. Et en humain, c'est les filles, les femmes au milieu. Voilà, et à partir de ça, je découpe le reste sur plein d'éléments. Mais la pièce centrale, c'est les filles. Si elles ne sont pas épanouies à la fin, si elles ne sortent pas, et je ne parle même pas que de la compétition, même des filles qui sont à des niveaux plus bas, si à la fin de l'année, elles ne sont pas contentes ou ça ne va pas ou que machin, c'est que moi, j'ai foiré la saison du club. D'accord. C'est ce que j'en discutais avec Moussa, du coup, qui est coach ici, qui me parlait justement que l'approche, c'était pas justement juste de coacher ou de gagner des matchs, c'était de se dire qu'on participe aussi à l'éducation des femmes de demain. Et ça rejoint totalement ce que tu dis là. Ouais, complètement. Alors je leur souhaite toutes de réussir et d'un moment donné gagner peut-être un petit peu d'argent avec le basket ou même d'être professionnel. Maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec l'économie, avec tout ça, il n'y en aura pas 150 000. Donc voilà, et elles passent un nombre incalculable de temps sur les terrains, à s'entraîner, à faire les tables de marque, à arbitrer. On ne s'imagine même pas tout ce que nos licenciés, et là je mettrais filles, garçons, font pour un club. Et à la sortie de tout ça, qu'est-ce qui leur reste ? Si on n'est pas capable aujourd'hui de leur amener un équilibre, que ce soit au niveau scolaire et tout ça, en fait, t'as foiré parce que ton gamin, ok, il était là, ok, il t'a aidé à gagner 2 matchs de plus dans la saison, ok, il t'a aidé à faire la table de marque, mais par contre, il va pas en cours ou elle va pas en cours, il est déscolarisé, et puis il va arriver à la fin de sa année scolaire, et puis qu'est-ce que je fais dans la vie ? Rien. Ah ouais, puis tu vas pas gagner d'argent avec le basket. En finale, on a raté. Même si le gamin, on l'a depuis petit, qu'on l'aime bien, qu'on check, qu'on fait des vidéos, que tout ça, on kiffe. Mais l'équilibre de ce gamin-là, il est où ? Ou de cette gamine-là ? Et c'est ça la pièce centrale. Et voilà, et c'est ce que je m'attarde avec les coachs comme Moussa, avec qui on a les mêmes valeurs. Dans la formation de nos coachs en interne, c'est aussi ce qu'on essaie de transmettre. Voilà, et c'est de développer un petit peu tout ça et de permettre aussi, pour le coup, aux femmes d'avoir cette possibilité-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui entraînent au club. Elles sont 6. Donc voilà, alors qu'il y a quelques années, il n'y en avait quasiment pas. Et donc c'est aussi ça, c'est de le diffuser sur tout le club, à toutes les échelles, que ce soit au niveau des dirigeants, des arbitres, des tables de marque, des bénévoles. C'est permettre à tout le monde si tu as envie, tu peux le faire. Totalement, je vois.
je vois tout à fait. Du coup, on va revenir un peu sur la partie compétition, mais pas de manière résultat, tu connais les chiffres et tout ça. Mais c'est vraiment pour parler, on va dire, d'un point de vue logistique déjà, sur le fait de passer en U17 France, logistique, organisation et niveau des joueuses, mais en général. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour vous sur le fait de passer en U17 France? La première année, par exemple. Parce que j'imagine que c'est pas quelque chose auquel on a l'habitude, parce que championnat région, dans l'absolu, tu t'organises pour les voitures avec les parents et ainsi de suite. Mais championnat U18, ça implique d'autres choses. Ça implique d'autres choses. Déjà, c'est ton vivier de joueuse. Est-ce que dans un premier temps, on sortait d'un titre régional? Ouais, c'est ça, en 2018. Ouais, je crois. Ouais, ça doit être ça, 2018. Donc, on a eu le dossier en 2019. C'est de savoir est-ce que ton groupe est capable de tenir au niveau championnat de France, malgré tout. Donc, on a eu de la chance qu'on en avait très peu qui montaient en senior à cette époque-là. D'accord. Du coup, ça nous a permis d'avoir la continuité. On l'a renforcé par quelques joueuses qui sont arrivées de l'extérieur. J'ai eu la chance de pouvoir en plus récupérer un très bon pote à moi, Nicolas Veloso, très gros acteur sur le basket féminin en Ile-de-France. J'ai eu la chance de réussir à le faire venir ici pendant 3 ans pour qu'il bosse avec moi. Alors un an où c'était moi le coach principal, lui assistant, puis après on a inversé les rôles. Parce que ça n'avait pas de sens de le faire venir d'aussi loin parce qu'il est dans le 7-7 et voilà, et il nous a permis aussi de faire avancer la structure. Donc voilà, donc c'était ça, déjà le groupe, l'effectif. Après, ça demande bien sûr des déplacements plus loin. On a de la chance que sur ça, nos municipalités, celle de Suresnes, là pour les cadets de France, mais celle de Roy aussi pour les autres équipes, nous accompagnent. Donc c'est vrai qu'au terme de déplacement, on n'est pas gêné puisqu'ils nous mettent à disposition des cars. C'est une très bonne chose, c'est très rare. C'est très rare, il faut le souligner. Et on leur remercie parce que ça se trouve, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui sans ça. Donc c'est sûr que c'est une grande aide. Après, il y a tout ce qui est la table de marque, tout ça organisé. Les frais aussi un peu d'arbitrage qui augmentent. C'est ça. Donc voilà, après on savait qu'on pouvait nous l'absorber en tant que club, c'était prévu en amont. Donc ça n'a pas posé de gros soucis à ce niveau-là. La salle, on a de la chance d'avoir que des belles salles à Roy et à Suresnes. Donc on savait qu'on pouvait accueillir des équipes de ce niveau-là par rapport au cahier des charges. Donc pour le coup, ça n'a pas, en termes de logistique, vu que les transports étaient pris en charge, ça changeait pas trop, quoi. Okay, très bien, je vois. Et du coup, d'un point de vue compétition, là ça fait du coup 3 ans que vous êtes en U18 France. 4 ans du coup, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça donne en termes de progression? Je dirais pas de résultat, mais plutôt en progression. Parce que quand vous arrivez la première année, c'est plutôt l'observation et ainsi de suite. Et l'année d'après, du coup, tu réajustes, tu essaies de voir, tu as vu le niveau, tu t'adaptes un peu, même si tu connaissais sans être coach, mais entre le vivre et le regarder, c'est pas la même chose. Du coup, comment ça a été un peu la première année, et ensuite, comment vous êtes réajusté pour trouver cet équilibre-là, pour avoir le niveau, entre guillemets? La première année, ça a été de faire le meilleur résultat possible, de gagner les matchs qu'on pouvait. Après, on va dire qu'on ne se met pas non plus forcément trop de pression par rapport aux résultats, parce que c'est cyclique par rapport aux générations qu'on peut avoir. Mais les résultats ont toujours été en progression. La première année, on était dans le milieu de tableau. Je crois qu'on a fini 4e en première phase. Et on a joué la suite. La deuxième année, on était haut de tableau. En deuxième phase aussi. 3e année, on s'est qualifié pour la première division, et 4e année aussi pour la première division. Donc, une nette progression. Ça avance. Ouais. C'est aidé aussi par le centre d'entraînement. C'est aidé par le bouche à oreille, parce qu'aujourd'hui, là pour cette année, certes on a aussi le centre d'entraînement, mais on a vu plus de 80 joueuses en détection. Ce qui n'est jamais arrivé d'habitude. C'est vrai que déjà dans le basket féminin, c'était compliqué. Là, avoir ça, c'est ça. On en avait une dizaine chaque année. Là, cette année, 80, c'était la folie. Pour savoir, en plus, malheureusement, on a quand même très peu de place, parce qu'on a une ossature quand même qui reste au club. Et donc voilà, mais on remercie les filles qui sont venues. Et voilà, ça montre aussi que le club progresse, qu'il y a une évolution. Là, c'est la vraie reconnaissance pour le coup par rapport à ta philosophie, ta manière de voir les choses. Carrément. Le fait d'avoir déjà 80 filles qui viennent,
Bah, pour toi, tu dis que en fait, ouais, aujourd'hui, on parle de nous sans que nous, on parle de nous. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Les filles sont venues. Mais maintenant, après, c'est toujours pareil. On ne va pas aller prendre une fille de l'extérieur si elle ne nous apporte pas une plus-value. Aujourd'hui, on a 300 licenciés. Si une fille, elle est kiff-kiff avec une fille de chez nous, on va valoriser la fille de chez nous parce que ça ne sert à rien de déshabiller le club d'à côté, qui est peut-être en région, qui est machin, si nous, on a déjà des filles de ce profil-là. Donc c'est d'articuler entre nous, notre formation, et puis des filles qui pourraient avoir un niveau supérieur à qui on pourra amener une plus-value dans leur formation. Vraiment, donc voilà, c'est pas non plus rentrer dans le recrutement à tout va et de prendre les meilleures joueuses des 3-4 meilleurs clubs d'à côté et dire ouais vas-y on prend tout le monde. Certains clubs devaient prendre l'exemple, mais voilà, ça c'est... Ouais, voilà, après malheureusement c'est la bataille tous les ans sur ça. Après nous on a des conditions, j'ai envie de dire, donc c'est toujours plus facile aujourd'hui de dire comment viens, on va t'héberger, tu vas suivre tes cours, tu vas machin, que juste viens pour jouer au basket. Voilà, si c'est juste venir pour jouer au basket, reste dans le club à côté de chez toi. Parce que le club à côté de chez toi, il est peut-être en région, mais aujourd'hui, l'équipe première est peut-être en prénat ou en N3, tu vas peut-être faire la passerelle plus facilement. Donc voilà, après, c'est des articulations, il faut que les coachs fassent confiance aux jeunes. On rentre dans d'autres débats, mais c'est pas rentrer au recrutement à outrance pour juste recruter. C'est voilà, quelle plus-value, c'est toujours la même chose. La femme, elle est au centre, la fille, elle est au centre. Est-ce que nous, en tant que structure, on va lui apporter quelque chose de plus ou pas? Si c'est non, ou si c'est peut-être, on va pas forcément prendre la joueuse, quoi. Ok, très bien. Juste pour continuer un peu sur Montvalo, avant de passer à autre chose. Là aujourd'hui, vous avez eu la possibilité de pouvoir jouer en N3 grâce à la wildcard. Je me rappelle, c'était l'année du Covid où vous avez fait une saison avec les U18 qui montaient senior justement. Elles n'étaient même pas senior. Ouais, voilà, c'était même pas senior, c'était les U18 où vraiment ils ont marché sur le championnat pour le coup. Et quand on a les As, c'était vraiment le point d'orgue sur cette saison-là. Et malheureusement, il y a le Covid qui est intervenu et que la saison a été déclarée comme annulée et tout. J'imagine même pas la frustration que tu as pu ressentir. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on est passé à autre chose et que voilà, c'est enfin arrivé. Comment tu envisages cette chose-là? Parce qu'en fait, ça arrive un peu sur le tard. Est-ce que tu l'avais anticipé ou tu l'as un peu subi, on va dire, quand c'est arrivé comme la décision, par exemple? Toujours un peu les deux. On l'a anticipé parce que nous, c'est un travail de formation. Ça accompagne les filles qui vont sortir du centre d'entraînement, qui vont basculer là en senior. On a une ossature quand même avec les jeunes du coup qui est là. Une partie qui avait aussi été empêchée de monter à l'époque sur la N3, où ça a été dur parce que au-delà de moi, ça a été une déception pour moi, pour le club, pour machin. Derrière, il faut repartir les années d'après. Et de se dire, t'as pas réussi à monter, faut remonter derrière avec des filles qui à l'époque avaient 15-16 ans. Te dire, faut regagner face à des équipes qui savaient qu'on était les concurrents directs, qui sont renforcées avec des filles d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, les filles, entre guillemets, elles changent de club. Voilà, alors c'est des filles d'expérience, donc elles se complètent. Donc on a eu affaire à des équipes de plus en plus solides et c'est sûr que depuis, on n'a pas réussi à avoir la montée. À chaque fois, on finissait 3e ou 4e. Donc voilà, c'était frustrant. Maintenant, comme chaque année, depuis même avant qu'on ait obtenu cette montée, on déposait un dossier de wildcard. Je pense que c'est là, pour le coup, tout le travail de l'ombre derrière qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, de dire qu'on a créé un centre d'entraînement, qu'on est soutenu par nos municipalités, qu'on est soutenu par le département, qu'il y a de l'argent qui est quand même investi, de dire que on fait ça, mais qu'on n'a pas d'équipe en nationale. Au bout d'un moment, ça a bugué aussi un peu. Oui, voilà. Donc, je pense que la Fédé en a aussi pris compte, au-delà de nos résultats sportifs, et dire c'est un coup de pouce. Ça, voilà, on en a tous besoin. Hein. Ouais, c'est ça, ils nous l'ont admis. Donc voilà, après, l'ossature de l'équipe est là. On a, comme tous les ans, certains départs. On va avoir certaines arrivées. On a des filles qui devaient partir qui finalement restent. Donc ça, c'est aussi une fierté parce que de se dire c'est qu'elles sont vraiment aussi attachées
aux couleurs, et même celles qui s'en vont, je pense que c'est dur pour ces filles-là, pour les échanges qu'on a eus, mais elles le font parce que voilà, au bout d'un moment, pour certaines, il faut aussi évoluer, et voilà, et qui sait, elles partent, elles reviendront peut-être demain. C'est sûrement ça, hein. Généralement, quand tu as un club où tu considères comme une maison, même si tu pars, ça a tendance à revenir. C'est ça. Plus facilement que d'autres. C'est ça. Donc du coup, ouais, on est préparé dans la structure, dans l'ossature d'équipe. Maintenant, ça reste des championnats qui sont compliqués, avec des descentes qui peuvent être augmentées par les équipes qui descendent du dessus. Donc voilà, on va serrer les dents, on va travailler dans l'ombre, comme je dis depuis le début, et puis on va essayer de se maintenir, et qui sait, peut-être rapidement après monter en N2. D'accord, très bien. Donc si je dois résumer, le Montvalo, l'objectif c'est d'aller le plus haut possible, en travaillant dans l'ombre, si tu veux. C'est totalement ça. Après, bon, j'en cache pas, hein, je le dis. On en rigolait avec Nicolas Veloso parce qu'on a passé le brevet d'État ensemble du coup en 2008. Et comme il aime le rappeler, j'écrivais sur un bout de papier le projet au crayon de papier. Et il rigolait, il me disait que ça marcherait pas, que machin, enfin tout le monde me taillait. Et voilà, je disais à l'époque que je voulais créer le premier centre de formation en Ile-de-France. La chose faite. Chose faite. Voilà, l'étape d'après, c'est amener un club professionnel en Ile-de-France. Donc on a encore un gros chemin, c'est ambitieux. C'est peut-être arrogant de la part de certains quand certains vont l'entendre. Mais voilà, je sais où je veux aller, j'ai des idées comment faire. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, mais l'objectif c'est d'aller là, quoi. Sans forcément avoir le Qatar ou un gros mécène qui vient, mais voilà, progresser à notre rythme. Ok, très bien. En tout cas, c'est tout le match que je vous souhaite et que je te souhaite aussi. Juste pour finir sur Montvalo, est-ce que tu peux décrire les valeurs du Montvalo sur une phrase, un truc comme ça, pour vraiment les trucs marqueurs du Montvalo, si on devait définir le Montvalo en tant que club? Tout simplement du slogan, le Mont Valérien pour déployer les ailes de demain, quoi. Voilà, en adéquation avec notre logo, et puis comme j'ai dit, la pièce centrale, les filles, voilà, les ailes, il faut qu'elles arrivent. Ok, très bien, parfait. Voilà. Ok. Du coup, sans transition aucune, récemment, tu as été une star de la télé. On a tous regardé dimanche dernier le Quai 54 sur l'équipe. D'ailleurs, c'est une bonne chose pour la culture, pour le basket. Effectivement, tu coachais une équipe qui s'appelait Elite Congo. Ouais. Beaucoup de gens ont fait l'amalgame entre le Congo Kinshasa et Congo Brazza. Ouais. Et tu as bien fait de préciser que c'était pour le Congo Brazza. Et du coup, en discutant avec toi, c'était vraiment, on va dire, un projet un peu. Enfin, c'était vraiment, on va dire, une sorte de propagande pour l'équipe, pour avoir une sélection nationale pour le Congo, le Congo Brazzaville du coup. Comment t'es venue l'idée en fait? Alors c'est un truc, ça m'est venu quelques mois avant le Covid. D'accord. Ouais, quelques mois avant le Covid. En fait, je voulais me renseigner pour intégrer le staff de l'équipe nationale. Parce que pour moi, c'était une expérience en plus. Ça me permettait d'avoir un niveau international. Parce que c'est sûr que c'est difficile d'accéder aux équipes de France en n'étant pas forcément un ancien joueur pro. Mon nom, ça parle à personne, entre guillemets. Donc voilà, c'était difficile d'arriver sur les équipes de France. Donc c'était de me rapprocher aussi de mes origines. Donc voilà, j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. Surprise. J'ai demandé aux joueurs, puis en échangeant avec les joueurs, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'équipe depuis 2015. Parce que le pays devait organiser la CAN en 2017, mais au dernier moment ils ont mis un plan. Donc en fait aujourd'hui on a une amende par la FIBA Afrique, que la fédération congolaise doit payer. Donc voilà, ce qui nous empêche de faire des championnats internationaux. Donc du coup les joueurs et les coachs, du coup quand arrivent les trêves internationales ou la Coupe d'Afrique des Nations, on est tous là à voir tout le monde partir, sauf nous.
Donc c'était un peu le constat qu'on faisait avec les joueurs. Et puis j'ai rencontré l'actuel général manager d'Elite Basket Congo, Rudy Okemba, là, qui voulait justement remonter ce projet, qui est un ancien joueur de la sélection, qui voulait justement remonter ce projet avec essentiellement des Congolais dans le staff, que ce soit au coaching, les kinés, tout ça, enfin tout le monde autour. Très bonne chose d'ailleurs. Ouais, bonne chose pour mettre en avant, puis montrer aussi qu'il y a des compétences. Exactement. Malgré tout, parce qu'on voit souvent des coachs étrangers aller sur les sélections africaines. Là, pour le coup, je sais, ça a changé puisque il y a des coachs il y a Mike Totti qui est sur la Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà, on sait. Même au foot, il y a eu un changement. Ouais, c'est ça. Au Sénégal, j'ai plus son nom, mais qui a repris la sélection. Donc il y a des coachs entre guillemets qui sont originaires ou qui ont des origines de leur pays, qui prennent en charge leur pays. Donc je pense que en termes d'appartenance et tout, ça a plus de sens. Donc voilà, on a échangé, on a commencé le projet comme ça, et il a dynamisé en contactant tous les joueurs, à voir s'ils étaient motivés pour ce projet, pour déjà rassembler les joueurs, c'était la première des choses. Puis en montrant qu'on a rassemblé tout le monde, montrer à la fédération congolaise, la FECOQUET, qu'on était capable de fédérer autour de ça, et qu'il y avait un vrai sens. Et c'est pas seulement de venir juste faire du basket où les joueurs venir et puis prendre de l'argent et partir. C'est vraiment, on voulait tourner ça aussi autour de l'humain, comme mon projet au Mont-Valérien. Et c'est on a envie aussi d'aller au Congo, de redonner, d'aller entraîner là-bas, de créer des académies, que les joueurs s'investissent pour redonner ce ou que nos parents qui ont grandi là-bas, qui sont nés là-bas, ont vécu et nous ont amenés, sont après arrivés en France, nous ont conçus, redonner un petit peu ça. Et puis le diffuser pour faire grandir l'Afrique. Et je pense que plus derrière, plus il y en aura dans chaque pays, plus l'Afrique va grandir et sortira de la pauvreté dans laquelle on connaît l'Afrique aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est un projet louable. Au-delà de l'aspect sportif, en fait, c'est vraiment ce truc-là où on a beaucoup été, entre guillemets, déracinés, entre guillemets, de nos origines, par la manière de faire, par l'éducation de certains parents ou ainsi de suite. En fait, par le sport, par chacun de notre passion, on peut arriver à faire quelque chose à notre échelle. Il ne faut pas espérer un grand truc tout de suite. En fait, il faut commencer parfois petit à petit. Juste le fait d'aller faire un entraînement, donner les ballons et ainsi de suite. Je trouve que c'est un projet louable. Et moi, du coup, en fait, tu me l'as appris récemment que je ne savais pas du tout. Moi, je ne savais pas du tout qu'il n'y avait plus d'équipe, en fait. Là, j'ai découvert en même temps que toi. Je fais, ah ouais, d'accord, ok, il n'y a plus d'équipe. Parce que du coup, c'est louable. Et ça, c'est que pour c'est que les garçons qui sont suspendus. Toutes les équipes nationales qui sont suspendues ou c'est que les garçons? Ah non, c'est toutes les équipes, donc des plus jeunes ou plus aux seniors. Donc on peut même pas recréer, c'est super handicapant, on ne peut pas recréer d'équipe nationale ni chez les U16, ni chez les U18, ni chez les U20, ni chez les garçons, ni chez les filles. Donc les filles, il n'y avait pas grand chose non plus qui a été fait, donc là ce sera tout nouveau si on arrive à le faire. Mais chez les garçons, ouais, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on a des joueurs là sur le cas, on a des joueurs qui sont issus, qui sont nés au Congo. On en a un qui était là, le deuxième ne pouvait pas venir sur ce rassemblement, mais aussi qui lui a grandi donc au Congo, qui est parti en Espagne, qui est aujourd'hui professionnel en ACB en Espagne. Donc voilà, et ça le basket lui a permis de voyager, de voir plusieurs choses, d'améliorer ses conditions de vie, les conditions de vie de sa famille. Voilà, et je pense qu'il y en a plein d'autres. Enfin, quand je vois des vidéos, parce que bien sûr on nous en envoie, on voit la richesse qu'a notre finalement, pays. tu vois qu'il y en a, en fait, il y a du monde. C'est pas le monde qui manque. Il y a du monde, mais comme dans tous les pays africains, j'en suis sûr. Il manque juste la motivation et une structure qui donne envie aussi aux gens de s'investir. C'est ça. Parce que malheureusement, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal dans les fédérations africaines. C'est ça. Et que parfois, les gens sont ils se disent, je préfère rester là qu'aller me rentrer dans les problèmes. C'est ça. Donc, je peux comprendre. Ok, très bien. Moi, je trouve que c'est un projet super intéressant. Et en tout cas, je vous souhaite. Je sais pas, du coup, là, c'en est où? C'est que. Il y a une possibilité de pouvoir être réintégré, on va dire, dans la FIBA, ou il faut toujours payer l'amende? Parce qu'en fait, la condition, c'est quoi? La condition, c'est normalement de payer l'amende.
Donc voilà, maintenant on a relancé du coup le dynamisme. Du coup le quai, ça a aussi ça aide parce que c'est un projecteur. Ça montre aussi qu'en l'espace de 3 ans, en ayant peu de rassemblements, peu d'entraînement, on a réussi quand même à faire quelque chose. Puis on le voit, la réaction des joueurs, de tous les... Enfin voilà, il y a un attachement qui est particulier au-delà de faire juste une simple équipe avec des potes et de réussir. Là, c'était tout un symbole. J'ai vu que vous avez des ambassadeurs, j'ai vu Singuela, C'est ça, même Youssoufa, ouais. Bon, là, je n'ai pas compris trop, mais pas trop compris, mais j'ai vu Youssoufa et tout ça, vous avez des ambassadeurs quand même. Il y a des gens qui soutiennent le projet parce que justement, je pense que tout le monde, même moi en fait, en regardant à la télé, je me suis dit, il y avait une sorte de fierté en fait. Je sais pas si tu veux dire. Ouais, c'est ça. Vous foutez un peu du Quai 154, mais en regardant, je me suis dit, non, c'est un accomplissement en fait. C'est pas juste, tu vois, une pile de stars qui jouent pour le plaisir. C'est vraiment des gens qui veulent, faire avancer un projet. Et c'est pour ça que je vous en félicite. Et d'ailleurs, j'étais très content. C'est dommage que Mike ne soit pas allé en finale parce que ça aurait été ça aurait été beau. Ouais. Je pense que ça aurait été pas mal. Je serais même venu, je pense. mais voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage là-dessus parce que c'est pas simple, surtout de travailler avec les fédérations et tout. Même moi, en fait, j'ai fait la démarche à un moment de me rapprocher un peu de la sélection du Congo-Kinshasa pour le coup, qui elle existe, mais pareil, pour rentrer dedans, c'est un peu compliqué. On est encore dans ce truc où c'est toujours un coach, on va dire, entre guillemets, étranger et pas un coach, on va dire, congolais directement. Mais ça avance dans le staff, ça commence à avancer un peu. Donc, non, mais je pense que c'est le bon chemin à suivre et que tout le monde devrait s'en inspirer un peu pour créer vraiment en fait un engouement. Au-delà juste de venir faire du sport, prendre son billet entre guillemets et partir, vraiment créer un engouement, que ça donne envie aussi à la génération future de se dire j'ai 18-19 ans, en équipe de France, je n'ai pas trop de chance, si je peux jouer avec ma double nationalité, pourquoi pas. C'est ça. Donc, parce qu'au foot, ils font tous ça maintenant, ils ont compris un peu. Mais maintenant, au basket, je pense que c'est aussi un truc qu'on peut lancer. Après, je crois que les règles au basket sont un petit peu différentes que le football. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement mettre les joueurs avec une double nationalité. Ce sera vérifié. D'accord. Voilà, mais en tout cas, lancer les démarches et de monter et montrer qu'on peut y arriver, quoi. Tout est vraiment ça notre volonté. Et puis on a les filles aussi, parce que pour le coup c'était le double projet qui nous intéressait. En plus, moi au départ quand je me suis renseigné, c'était pour aller sur le staff féminin. Et puis après on m'a demandé de prendre les garçons. Donc voilà, avec plaisir. Moi aussi, ça me changeait aussi parce que j'ai quand même été assistant 10 ans avec la Nationale 1 à Rouet en garçon. Donc ouais, moi ça me dérangeait pas. Et puis le travail pour moi n'est pas forcément différent. Donc du coup, on a aussi les filles là qui sont en stand-by sur le côté. On trouve un peu moins de joueuses, mais voilà, qui sont aussi déterminées à remonter l'équipe nationale et voilà, et on espère même proposer une équipe féminine l'année prochaine sur des matchs amicaux, voire sur le quai. Ça serait top. En tout cas, moi c'est tout ce que je vous souhaite. Et en tout cas, c'est un projet très ambitieux et je trouve que c'est un projet passionnant pour le coup. Ça va au-delà du basket pour moi, donc c'est une bonne chose. Du coup, pour aller sur la suite, on va faire un peu. Cette saison, tu as été du coup entraîneur ici à Aumont-Vallot. Que les U18 ou d'autres équipes? Non, j'avais les U13 en binôme avec mon assistant aussi sur les cadets, Melvin, qui est en formation et que voilà, on essaie de développer les entraîneurs. Donc voilà, puis j'étais assistant sur la Nationale 1 au Stade Français avec Christophe Denis. D'accord. Du coup, si tu dois nous faire un résumé de ta saison un peu, comment ça a été, comment tu l'as ressenti, qu'est-ce qu'il en ressort? Ce qu'il en ressort sur les U13, je vais aller par équipe un petit peu. Sur les U13, on a un petit peu un trou de génération. Donc ça a été difficile parce que quand j'ai quitté moi les U13, on était arrivé au plus haut niveau régional. Je me rappelle, je me suis fait battre plusieurs fois en élite là. Donc du coup, revenir aux bases et tout, mais c'est super intéressant et challengeant. Donc on a redémarré, on a réussi à se maintenir sur le championnat régional pour l'an prochain. C'était juste, mais voilà, intéressant, redémarrer, savoir aussi le pourquoi comment on avait rechuté. Donc voilà, dans la détection, c'est transmettre aussi toutes les valeurs aux entraîneurs du club parce que
Forcément, quand j'ai commencé en dessous, j'ai monté les échelons et j'ai fait. Mais derrière, il faut que les gens ils prennent aussi la suite parce que moi, aujourd'hui, j'ai d'autres responsabilités. Totalement. Je ne peux pas non plus tout faire. Donc, c'est qu'ils prennent conscience de comment on arrive à ce niveau-là et qu'eux, ils se forment en tant qu'entraîneurs, ils arrivent à former des équipes compétitives pour continuer la trajectoire du club, tout simplement. Donc voilà, ça a été enrichissant à ce niveau-là. Les U18 France, une aventure de fou au-delà du sportif parce que créer le centre d'entraînement, c'est d'autres choses. Tu vis quasiment avec les filles. Je les vois tous les jours. Il y en a qui ont marre de voir ma tête. J'imagine. Mais moi, j'en ai marre de voir leur tête aussi des fois. Mais non, au-delà de ça, c'est un pur kiff. Parce que on se transmet tous des choses. Je leur en transmets d'un point de vue basket, d'un point de vue humain, mais aussi elles m'en transmettent sur plein de choses. Des choses auxquelles, quand j'ai commencé à entraîner, j'aurais même pas pensé me poser des questions. Aujourd'hui, comment le cycle menstruel des filles, c'est un élément principal du coaching. Donc voilà, on le maîtrise, mais c'est savoir aussi comment faire, à savoir accepter qu'une fille des fois ne peut pas s'entraîner. Et c'est pas grave. Voilà, ça ne va pas te changer ton match du dimanche qu'elle rate un entraînement de temps en temps. Et puis c'est qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour que elle se sente mieux. C'est-à-dire aujourd'hui je parlais du médical tout à l'heure. Aujourd'hui on bosse avec un cabinet d'ostéo gynécologique. Voilà, pour les filles. Alors il y a des manipulations à faire pour que aussi les douleurs de ventre soient moins fortes. Il y a tous les soucis d'endométriose et tout ça, qui est un sujet qui parle beaucoup. C'est se renseigner à ça, renseigner les coachs, les parents, les filles, pour que ce problème soit prêt à bras le corps et qu'on te donne des solutions. Donc voilà, ça a été enrichissant il y a ça, mais il y a tellement d'autres choses. C'était vraiment riche le fait d'avoir les filles au quotidien. C'est vrai, ça change complètement, même dans la manière d'entraîner. Oui, ton approche en fait change totalement. Toute l'approche change complètement. Ouais, parce que tu vis les choses avec elle en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et puis la NF1, intéressant parce que et puis je remercie Christophe et le Stade Français de m'avoir permis, et puis mon club aussi de m'avoir permis de me libérer quand même pour y aller. Je voulais passer mon diplôme d'état supérieur, l'ancien BE2. Ça fait déjà plusieurs années que je veux le passer et j'aurais aimé. Les conditions, la fédération m'avait dit que j'étais pas forcément en condition en étant deuxième assistant en National 1. Okay. Sur les garçons à Rueil. Donc du coup je voulais chercher un projet sur les filles avec des clubs aux environs, donc le stade a accepté. Moi ça me permettait aussi de voir le championnat semi-professionnel en NF1, parce qu'autant en garçon c'est professionnel, en filles pas du tout. Donc de découvrir, de voir les différences aussi. Et c'est vrai c'est un gouffre. C'est deux mondes différents. Mais c'est un truc de malade. Donc du coup de voir ces différences, voir aussi le niveau semi-pro chez les filles et d'être au contact, parce que j'en connais des joueuses professionnelles, mais d'être au contact de ces filles-là au long de l'année, je ne l'avais pas encore vécu. Donc là, c'est de le vivre et puis d'échanger comment les filles ont ressenti. Il y a des anciennes pros à amener, et puis moi du coup, c'est des choses que je vais pouvoir redonner derrière sur le centre de formation et tout ça, ça a été important. Donc voilà, découvrir un autre championnat, des manières d'entraîner, une manière de voir les choses avec un autre coach, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans avec Julien Hervy et Ariel Perrault. Donc là, c'était de voir aussi un autre entraîneur, une autre manière, un autre club dans le fonctionnement. Voilà, et puis ça me permet moi de grandir en tant qu'entraîneur et puis responsable du projet, et puis après de faire grandir le club aussi ici différemment. Donc voilà, et puis le stade, je pense que je leur ai amené aussi certaines choses, puisque du retour des joueuses, elles avaient l'air contentes, donc je pense que j'ai amené quand même quelques trucs. Donc voilà, et non, ça a été une expérience enrichissante, que je continuerai pas la saison prochaine, mais parce que je vais revenir ici m'occuper complètement du projet du Mont Valérien.
Déjà le centre d'entraînement parce que je veux savoir ce que ça peut donner en ayant les filles, en les entraînant vraiment tous les jours moi. Donc voilà, voir ça et puis continuer à développer parce qu'on monte aussi en N3. Puis il y a des choses en interne sur les petites catégories et tout que je veux relancer dans la formation de coach et tout ça et puis avec les partenaires. Donc voilà comment la saison s'est bien passée. Ça reste une saison positive, chargée mais positive. Ok, très bien. Bah justement, pour faire la transition, c'est une question, parce que tout à l'heure on parle de basket, on est content, machin et tout. Mais en vrai, l'équilibre entre vie perso et le basket. Là. Parce que moi, personnellement, si je me suis pas trop engagé dans le basket, c'est exactement pour ça, parce que j'arrive pas à gérer. Ouais. Comment tu fais? Parce qu'avec tout ce que tu fais là, je sais pas comment tu fais. C'est la question piège. Je fais non, c'est difficile. Après, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Je vois pas forcément mes proches parce que on a un rythme de vie particulier. On entraîne le soir, on n'est pas là le week-end. Pendant les vacances, on est en stage avec les équipes où je m'occupe aussi des sélections départementales. Donc voilà, donc c'est vrai que tu vois pas forcément tes proches, c'est plus difficile ou alors tu les vois très peu. Quand tes amis vont au resto, toi tu arrives au dessert ou au café. Voilà, donc tu vois tes proches sur des tranches. Après c'est ma passion, c'est toujours ce qui m'a motivé. C'est mon travail. J'ai la chance de vivre de ma passion. C'est pas donné à tout le monde. Donc ça aussi, ça maintient. Et voilà, les gens qui me connaissent et qui savent par où je suis passé, aujourd'hui, des messages, ils sont fiers de ce que je fais et d'où j'avance. Donc c'est ce retour-là. Et puis après, c'est moi aussi à trouver du temps, à dégager. Et puis il y a des moments, dire je peux aller peut-être voir un match, maintenant je vais voir mes proches ou trouver des petites périodes où tu les vois. Donc je les vois quand même, je les vois pas autant que je voudrais, mais on y arrive petit à petit. Voilà, faut leur faire une place. Voilà, faut faire la place à tout le monde. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et j'allais dire d'un point de vue psychologique, parce qu'en vrai, tout à l'heure tu parlais des filles, le fait de vivre on va dire presque tout le temps avec elles, ou l'équipe, ou la gestion avec le côté administratif, toutes les démarches que tu dois faire et tout. D'un point de vue psychologique, parfois ça peut être lourd. Est-ce que tu arrives à trouver une zone, on va dire, une zone de confort où tu peux te relâcher totalement, au-delà du basket évidemment, ou tu arrives à toujours gérer entre guillemets? Parce que tu vois, il y a des moments où on a besoin de souffler quand même. Tu vois, et est-ce que tu arrives à trouver ce moment-là de souffler, au-delà de la vie de famille, avec les proches, et ainsi de suite, vraiment le moment où toi tu souffles en fait? Est-ce que tu arrives à t'accorder ce moment-là? Ouais, quand même. J'essaie, en tout cas le matin surtout, parce que j'ai pas trop de contraintes le matin, si ce n'est que de bosser de chez moi et développer tout le club un petit peu autour. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'essaye de me libérer du temps et de prendre au moins une heure pour moi. Voilà, faire d'autres choses, aller me promener, faire du sport. Voilà, c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps possible, mais j'essaie au moins une heure par jour de déconnecter avec le basket et me ressourcer, de me donner du temps pour moi pendant au moins une heure. D'accord. Parce que comme on dit souvent, pour donner de l'énergie, il faut en avoir. C'est ça. Et pour en avoir, il faut se ressourcer de temps en temps. Donc j'imagine bien qu'avec tout ce que tu as fait, que tu arrives à trouver un équilibre là-dessus. Ok, très bien. Du coup, on arrive un peu vers la fin. Et je vais te poser une question, c'est en tant que coach, quelles sont tes qualités? Aujourd'hui, JC, coach de Mont-Valérien, si tu veux mettre en avant des qualités à toi, quelles seraient tes qualités? Et dans un second temps, sur la question, quels seraient tes points d'amélioration? Je parle souvent de ça parce que pour moi les défauts c'est un peu dur. On va dire points d'amélioration parce qu'on part du principe qu'on peut toujours s'améliorer. Donc du coup, quelles seraient tes qualités à toi? 1, 2, 3 et des points d'amélioration où tu penses que là-dessus il faudrait que tu travailles. Ça peut être d'un point de vue tactique, technique ou même humain. Je pense que ma qualité première c'est la patience. Dans tout ce que j'entreprends, on va dire que je suis patient, mais c'est contradictoire aussi parce que je
Je suis quelqu'un qui bouillonne et j'aime être dans l'action. Pour ceux qui ont fait les couleurs de personnalité, Ouais. je suis vert et rouge. Ah oui, ça n'a rien à voir. Donc c'est complètement à l'opposé. Mais voilà, mais ça résume totalement en fait. Voilà, je suis quelqu'un de patient, mais je dois être dans l'action. Donc, ce qui fait que je veux faire avancer les choses. Donc même si je réfléchis, je peux prendre du temps par rapport à mes projets. Par contre, il faut qu'on avance. Demain, ça peut pas traîner. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, donc je pense que c'est ma grosse qualité en tant qu'entraîneur. Et puis après, cette volonté de transmettre, que ce soit le basket ou d'autres choses, j'aime transmettre des choses. Donc voilà, je pense que c'est une qualité. Et puis après, mes défauts, ça peut être la communication. Mes joueuses, des fois, ou même les personnes autour peuvent me le reprocher parce que on va dire que j'aime pas parler pour rien dire ou machin. Donc quand je vais parler, je veux que ça a un sens et que voilà, c'est pas. Mais des fois, j'en manque un petit peu, c'est vrai. Donc c'est à m'améliorer sur ça, de la communication, dans la gestion de groupe aussi, c'est important. Mais ça, avec les filles, justement, cette année, comme tu m'as dit avec l'expérience que tu as vécue, tu l'as bien compris que parfois la communication, c'est pas forcément dans l'essentiel en fait. Parfois, il faut juste communiquer pour communiquer. Ouais, mais moi, par exemple, tu vois, ça, je veux pas rentrer trop dans ça parce que justement, quand tu commences à être trop dans ça avec les filles, elles font de la surcommunication. Je suis d'accord avec toi. Et c'est on parle. Ouais, mais non, mais en fait, je te demande pas de parler, je te demande d'être sur le terrain et de faire ce que tu as à faire. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le juste milieu à trouver de ouais, je veux que tu sois performante et je veux que tu fasses ça. Mais des fois, il faut que je te parle parce que faut que je te rassure, faut que je te montre que tu as des qualités, enfin que je te l'explique en tout cas. Et voilà, et c'est sur ce côté-là où je pense que je dois m'améliorer. Et puis après, on a toujours à s'améliorer en tant qu'entraîneur. Sans cesse discuter encore cette année avec des entraîneurs qu'on a reçus en formation là, pour le DETB, là, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont venus dans les clubs. Je disais, mais moi, je vais autant apprendre de vous que vous allez apprendre de moi, parce que votre expérience, c'est pas la même que la mienne. Je dis à un entraîneur qui était à Garges-les-Gonaises, je dis ton taf c'est pas le même que le mien. Non. T'as pas les mêmes joueurs ou les mêmes joueuses que moi dans ta ville. T'as pas les mêmes problématiques. Donc je vais forcément apprendre de toi. Dans ta manière d'entraîner, de faire les exercices, de tout ça, je vais forcément apprendre et c'est ça cette richesse. Donc moi c'est les échanges avec les gens. Pour le coup, pour ça j'aime communiquer. Voilà, des différentes expériences pour que derrière je remixe tout ça et je fasse ça à ma sauce. À ta sauce, ok, très bien, je vois. Ok, très bien. Du coup, pour finir un peu, c'est quoi les projets futurs, au-delà du fait que ce soit un N3 maintenant et tout, dans la projection, que ce soit d'un point de vue personnel, c'est quoi les projets futurs, c'est quoi les ambitions que tu peux avoir au-delà du Mont-Valo peut-être. Peut-être. Donc, quelles seraient tes ambitions, on va dire dans un futur on va dire lointain, et au-delà de ça, les projections pour la saison à venir? Les projections, je l'ai toujours voulu, entraîner au niveau professionnel, donc j'espère qu'un jour ça arrivera. J'aimerais que ça arrive ici, au Mont-Valérien. C'est dur. Après, un jour, si ça n'arrive pas, peut-être que je prendrai la décision de me lancer ailleurs, mais je suis persuadé qu'on peut le faire par les infrastructures, par les moyens qu'il peut y avoir dans le 92. On a quand même les deux clubs masculins qui sont ici. C'est vrai. La majorité des clubs professionnels de haut niveau, n'importe quel sport, sont dans le 92. Donc pourquoi en filles on pourrait pas le faire dans le basket? C'est un gros flex sur 92 quand même là. Voilà, c'est la réalité. Donc voilà, donc je pense qu'on peut le faire. Maintenant, si à un moment donné il n'y a pas et que j'ai des opportunités, peut-être que je changerai de direction, je sais pas. Mais j'ai réellement envie de le faire ici. J'ai réussi le centre de formation. Donc je veux réussir ici à faire le club professionnel. Pour ça, il faut que j'arrive à passer mon diplôme d'état supérieur. Je te le souhaite, je sais que c'est pas simple. Merci la Fédé de me prendre. donc voilà, et puis après avec la sélection, la remettre au goût du jour.
faire une Coupe d'Afrique des Nations, Ça serait pas mal. ce serait énorme. La gagner encore plus. Bon, on l'a gagné. Moi, j'espère que le Congo va gagner Kinshasa, hein, mais je connais. J'espère que vous allez arriver en finale au moins. La gagner encore plus et puis non, participer à des JO, voilà, le faire. Moi, j'ai vraiment envie d'aller vers le haut niveau. Et on dit souvent que le sport professionnel, il n'y a pas ce côté-là humain. Ben, moi, je vais essayer d'y arriver en le rajoutant. Donc Très voilà, bien, je vois. c'est ça l'ambition. Ok, très bien. Parfait. Bah, du coup, je te remercie d'avoir pris le temps, en tout cas, de discuter avec moi, avec nous, parce que je suis pas tout seul. Merci de m'avoir reçu ici. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la N3, pour les filles, peut-être un projet U15 France. Et beaucoup de chance avec la Fédé congolaise. En tout cas, c'est un très beau projet. Merci. Et voilà. Merci de m'avoir reçu. Bah, merci à toi. Hein. Et puis, suivez le podcast parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de médias qui donnent non plus forcément la parole au coach. J'ai vu, c'est ça. j'ai vu les premiers et c'est intéressant comme partage. Et je pense que ça intéresse même les joueurs et les joueuses d'en savoir comment aussi les entraîneurs, on peut ressentir les choses et pourquoi certains ont fait certains choix. Donc, Exactement. Suivez le podcast. Très bien, parfait. Merci à toi. Abonnez-vous, à bientôt.